Bonjour à toutes et à tous. J'espère que je n'ai oublié personne. J'ai fait un rêve, mesdames et messieurs. I had a dream. Il vient pas, il n'assiste pas à la conférence? Ah d'accord. Bon, je vous enverrai un résumé. Mais il a payé sa place quand même? Bon, je disais que j'avais fait un rêve, I had a dream. J'ai rêvé que le 14 avril 1912, peu après 22 heures, alors que le Titanic effectuait sa première et dernière traversée de Southampton à New York, le passager d'une cabine de première classe s'apercevait que le tuyau d'arrivée d'eau de sa baignoire était fissuré sur toute sa longueur, avec une fuite suffisamment importante pour qu'il appelle le steward. Le steward, constatant les dégâts, décidait de faire intervenir immédiatement le plombier du bord, qui, dans mon rêve, si je me souviens bien, était un plombier polonais, mais comprenant et parlant très bien l'anglais. Le plombier commençait par vidanger la canalisation défectueuse, s'apercevait que la pose d'un bandage ne réglerait pas le problème et optait finalement pour une soudure en bonne et due forme. Et c'est au beau milieu de son travail de soudeur, à 23h40 précise, que le navire heurtait l'iceberg. Ce qui, entre parenthèses, me réveillait, heurtait l'iceberg pour finir 160 minutes plus tard, à 2h20 du matin, par sombrer corps et biens. Je me suis demandé, une fois réveillé, une fois éjecté de mon rêve par cet impact ô combien fatidique, si le plombier allait ou non poursuivre son entreprise de colmatage. Alors que tout se défaisait, se délitait autour de lui, cela en vaudrait-il encore la peine? La conscience professionnelle, l'amour du travail bien fait serait-il plus fort que la confusion, le chaos, la panique qui régnait à bord? J'aurais bien aimé retourner dans mon rêve, le reprendre là où je l'avais laissé, assister en direct à la suite des événements. Malheureusement, on ne rentre pas, on ne re-rentre pas dans un rêve, même si c'est le sien, surtout si c'est le sien, comme dans un moulin. Alors, je me suis fait un film. Encore un, me direz-vous, sur le Titanic. Oui, c'est vrai, encore un. Je me suis fait un film, j'ai planté dans ma tête une espèce de décor, reconstitué autant que faire se peut cette ambiance si particulière qui régnait à bord, replacé le plombier en situation dans la salle de bain, et mené à partir de là une enquête, une espèce d'enquête quasi policière, un peu à la Maigret, si vous voyez ce que je veux dire, qui allait se déployer simultanément sur plusieurs niveaux, à la fois psychologique, technique, psychosomatique, sociopolitique, historique, philosophique, mythologique même, de façon extrêmement sinueuse, voire labyrinthique. J'avais donc besoin, pour ne pas m'y perdre, pour ne pas nous y perdre, d'un fil d'Ariane. Et c'est dans un polar, justement, que je l'ai trouvé. Pas dans un Maigret, non. Dans un San Antonio. Mon fil d'Ariane est une petite phrase du commissaire San Antonio, que j'ai soigneusement notée, que je livre à votre aimable sagacité, ouvrez les guillemets, la conversation qui jusque-là n'était que colonel devint générale. Ça donne à réfléchir. Je vous l'ai écrite pour que ça soit plus clair. La conversation qui jusque-là n'était que colonel devint générale. San Antonio nous la ressort très souvent au fil de ses romans, sans doute pour nous rappeler que toute conversation, même la plus anodine, est une bataille où l'on doit faire ses preuves, et que les mots dont on est bien obligé de se servir pour la mener, en découpant le réel à leur façon, qui n'est pas forcément la nôtre, ni celle que l'on souhaiterait, sont dans cette bataille des armes à double tranchant, mais aussi, fort heureusement, à double détente. La conversation qui jusque-là n'était que colonel devint général. Je l'ai apprise par cœur, cette petite phrase. Elle me tient désormais compagnie, me titille un tantinet l'esprit, me dilate un tant soit peu la rate,
me le titille, me la dilate, en particulier chaque fois, je dis bien chaque fois, que je vais faire mes courses chez Cabanel à Paziol. Vous connaissez Paziol? Vous ne connaissez pas Paziol? Vous connaissez 11 350 Paziol. 11 350 Paziol est un charmant petit village des Corbières qui se trouve, pour vous le situer, à 3 km au sud de Tuchan, 12 km à l'ouest de Vingros et une vingtaine de kilomètres à l'est-sud-est de Cucugnan, aux confins donc de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. J'y ai vécu quelques années et continue d'y retourner pour de brefs séjours. Si par hasard vous débarquez vous aussi un jour ou l'autre à Paziol, je vous recommande très vivement d'aller faire vos courses chez Cabanel. D'ailleurs, vous n'aurez pas le choix, c'est la seule épicerie du village. Dans l'espace, il faut bien le dire, assez restreint et même exigu d'une supérette de 120 mètres carrés, vous trouverez l'équivalent d'au moins un, voire deux centres commerciaux au grand complet et en ordre de bataille, au prix bien sûr d'un empilement, d'un entassement tout à fait prodigieux, où l'alimentaire jouxte le sanitaire, les cafés Max Havelaar, le PQ en dévidoir, les dentifrices à la menthe, l'entrecôte saignante, les cannelloni garantis sans gluten, l'esprit anti-moustique de quoi déjà? Ah, ça c'est la meilleure. Je l'avais sur le bout de la langue, c'est les conversations avec François qui m'ont... Ça rimait avec gluten, c'était une rime en haine. Vous n'auriez pas une rime en haine sous la main, par hasard? Vous n'aurez pas ma haine. C'est pas mal, mais ça ne va pas avec l'esprit anti-moustique. Non, il y avait du parabène. Il n'y avait pas de parabène, c'est ça. L'esprit anti-moustique sans haine ni parabène. Ça va très bien avec les cannelloni garantis sans gluten. L'esprit anti-moustique sans haine ni parabène. Mais ce qui fait quand même l'intérêt majeur de cette aimable petite épicerie, c'est qu'en plus d'être un lieu où l'on peut tout acheter, ou presque, c'est aussi un lieu où l'on peut tout dire, ou presque. Où l'on vient même avant tout pour parler, discuter, bavarder, converser, redonner au mot commerce sa noblesse originelle, la qualité relationnelle qu'il n'aurait jamais dû perdre. Pierrot et Marie Cabanel sont là pour ça. Pierrot et Marie Cabanel. Vous noterez que l'empilement des marchandises est ici très relatif. C'est que la photo a été prise juste avant Pâques et que Pierrot et Marie ont voulu faire place nette autour des œufs en chocolat pour mieux les mettre en valeur. Pierrot et Marie Cabanel, interlocuteurs avisés et volubiles de cette épicerie pas comme les autres, sachant faire de la conversation une plus-value offerte par la direction, en même temps qu'une possibilité gratuite de défoulement tous azimuts. Tous azimuts, à l'exception quand même de deux sujets étroitement balisés, car considérés au niveau local comme hypersensibles, la chasse et la corrida. Vous ne devrez jamais, au grand jamais, dire du mal des chasseurs, surtout en période d'ouverture de la chasse, et vous abstenir en toute saison de critiquer la tauromachie, moyennant quoi vous pourrez parler très librement du reste, afficher les opinions les plus diverses avariées, exprimer les pires horreurs, à la condition expresse de toujours accompagner votre propos, surtout s'il risque de faire de la peine à telle ou telle catégorie de la population, présente ou non d'ailleurs dans le magasin, mais dans un village, tout finit par se savoir, accompagner donc votre propos d'une petite phrase de 6 mots, pas un de plus, pas un de moins. Il ne faut pas généraliser, mais... Vérifiez, ça fait bien 6 mots. Il ne faut pas généraliser, mais le fameux INFPGM. Je vous l'écris pour que ce soit plus clair. INFPGM. Il ne faut pas généraliser, mais est une espèce de sésame qui vous permettra dans toute bataille de mots, et il y en a à foison chez Cabanel, de subjuguer l'adversaire de force moyenne en devançant en quelque sorte l'objection qu'il ou elle était en train de fourbir à votre endroit ou à votre envers. Il ne faut pas généraliser, mais suffira généralement
généralement mais, à le ou la neutraliser. Je dis bien généralement mais, car il y a des exceptions. Je pense en particulier à la famille Ding Dang Dong. C'est son surnom, vous l'aurez compris. Ding Dang Dong. 3 générations, la fille Ding, la mère Ding, la grand-mère Dong, qui arpentent à longueur de journée et sans se quitter d'une semelle les rues du village, en tenant chacune par devers elles des discours relativement incohérents, mais toujours très véhéments. S'il vous arrivait de faire vos achats en présence de Ding Dang Dong, je vous conseillerais de rester sur une prudente réserve et surtout de ne pas les interpeller à la légère. La sagesse populaire vous aura prévenu. Qui aborde enjoué une personne givrée la quittera enrouée. Ou comme on disait sous l'Ancien Régime, parce qu'on roulait les airs, l'enjoué est mort, vive l'enroué. Vous pourriez aussi tomber sur un interlocuteur lucide, mais coriace, voire teigneux. Et il y en a sur ce territoire des Corbières, au climat rude, peuplé de vignerons durs à la tâche, à la rhétorique parfois violente et imprévisible comme les vents tournants de la région, et qui, à force de fréquenter aussi bien la vulgaire piquette que les crus les plus prestigieux, et à distinguer d'un revers de glotte cépages et millésimes, ont la langue bien pendue et le palais, alors là, d'une subtilité à vous défriser l'entendement. Eh bien, pour avoir le dessus avec ce genre d'interlocuteur, il faudra vous livrer au jeu cruel, mais terriblement efficace, de la bascule. Vous connaissez, j'imagine, le jeu de la bascule, non? Dans un premier temps, vous mettez les rieurs de votre côté, grâce à quelques plaisanteries bien senties et de préférence inédites. Vous mettez les rieurs de votre côté et faites ainsi monter par simple effet de levier l'adversaire, qui au départ se trouvait pile poil à votre niveau. Tandis que vous, maintenant, en compagnie des rieurs, vous vous tapissez plus bas que terre. Vous me suivez? Puis, dans un deuxième temps, vous quittez brusquement la partie, toujours en compagnie des rieurs, ce qui provoque par un phénomène de bascule tout à fait classique, la chute brutale de votre adversaire, qui, lui, s'écrase au sol. Mais cette option basculante, parfois mortelle, pour peu qu'on ait fait monter l'adversaire à une altitude suffisante, est à l'origine de conflits interminables, des vendettas villageoises qui s'étendent sur plusieurs générations. Vous ne l'utiliserez qu'à dose homéopathique. Mieux encore, vous ne l'utiliserez pas. Non utilisée, elle vous servira de protection, d'ange gardien, de thermolactyle dissuasif, dans un contexte général d'équilibre de la terreur où se mitonnent, vous le savez comme moi, les relations de voisinage les plus harmonieuses, les plus chaleureuses, les plus cordiales. Et pour en revenir à notre « il ne faut pas généraliser, mais » qui serait donc plus ou moins la règle, le jeu de la bascule étant fort heureusement l'exception, une question se pose, obligatoire, inéluctable. Comment notre conversation, qui jusque-là n'était que colonelle, va-t-elle pouvoir devenir générale si elle ne peut ou ne veut généraliser? Vous me suivez? Comment notre conversation colonelle va-t-elle pouvoir devenir générale si elle ne peut ou ne veut généraliser? Car soit elle se cantonne à du particulier, mais du particulier si évident que tout le monde ne pourra qu'être d'accord à son sujet, et retrouve donc par ce biais le général sans pour autant généraliser, en évoquant par exemple le temps qu'il fait aujourd'hui, par opposition au temps qu'il a fait hier ou à celui qu'il fera demain, mais du coup devient banale, ennuyeuse, insignifiante. Ou alors, elle fait du surplace, ne sachant trop dans quelle direction avancer. Et c'est mortel pour une conversation de faire du surplace. Quel que soit son grade, colonel, adjudante ou simple troufionne, une conversation n'existe que dans et par le mouvement. Sinon, elle aussi, elle s'écrase. Ou alors, troisième possibilité, notre conversation colonelle décide de faire mouvement, mais en sens inverse. Au lieu de généraliser, elle se met à détailler, à donner dans le détail. Le détail qui tue. Quand on est colonel, ça rigole pas. Le détail qui tue, mais aussi le détail qui vit et qui fait vivre. Détail qui fait vivre, qu'on rencontre à profusion chez Cabanel, vu qu'en tant qu'épicier, donc détaillant, il en est lui-même tributaire.
Et c'est justement cette profusion dans le détail qui va permettre à notre conversation colonelle de devenir générale, tout en se bornant, en s'astreignant même à détailler, démêler, détricoter, déglinguer, décomposer, dézinguer, bref, déconstruire. Déconstruire, mais du coup contribuer à un processus que par ailleurs elle passe le plus clair de son temps à vilipender. Car que dénonce à longueur de journée notre conversation colonelle devenue générale, si ce n'est précisément la déconstruction? La société qui se déconstruit, qui se défait, qui se déglingue, dissolution du lien social, disparition du sens commun, destruction de l'autorité, tutoiement des professeurs, vouvoiement des élèves. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en avais noté quelques-unes de chez Cabanel. Vouvoiement des élèves, caillassage des pompiers, incendie des maternelles, message de rébellion inséré dans les publicités pour chiens et chats, et de soumission dans les pots pour bébés, famille décomposée, recomposée, décomplexée, recomplexée, démission des élites, confusion des valeurs, abolition des frontières, interdiction du repli sur soi, de se mettre en chien de fusil dans son lit, ou pire encore dans le lit du voisin ou de la voisine, querelle du bon et du mauvais cholestérol, la dette jamais remboursée, on va tout droit dans le mur, on a la tête sous l'eau, on a la tête sous l'arde, on va toucher le fond, les femmes et les enfants d'abord, défaut d'étanchéité dans le matériel humain, nostalgie de nos origines sous-marines, le capitaine de pédalo a abandonné le navire, le plancton de service vous souhaite la bienvenue. Si je devais résumer l'essentiel de ces conversations glanées au fil du temps chez Cabanel, je dirais, premièrement, que tout est bouché. L'avenir est bouché, les perspectives sont bouchées, les horizons sont bouchés, et deuxièmement, que la France est en train de couler. La France est un navire en train de faire naufrage, et nous avec. Je vous l'écris pour que ce soit plus clair. Tout est bouché, slash, c'est très bien pour clarifier, naufrage imminent. Tout est bouché, slash, naufrage imminent. Mais attendez. C'est pas du tout clair, justement. Comment peut-il y avoir naufrage si tout est bouché? Si tout est bouché, il y a, qu'on le veuille ou non, de l'étanchéité, de l'hermétisme. Et l'hermétisme, ça colmate. Ça vous embouche un coin, même plusieurs. Ça signifie en tout cas qu'une espèce de coque, de cocon protecteur aura été mise en place autour d'un sujet, d'un objet, d'un projet lambda, pour lui éviter de faire naufrage, justement. Comment est-il possible d'introduire dans cet hermétisme coconneux, et je pèse mes mots, des flots et des flottes, des flux et des reflux? Question vicelarde, épineuse, hyper pointue, qu'on aimerait voir les journalistes poser plus souvent, et qui laisserait plus d'un interviewé sans réponse. Or, il y a une réponse, mesdames et messieurs. Et cette réponse, vous la connaissez. Vous ne pouvez pas ne pas la connaître. C'est le SPDA, le surtout pas d'amalgame. Le SPDA, ou mieux encore le SVFDA, le sans vouloir faire d'amalgame. Le SVFDA, qui suit d'ailleurs souvent comme son ombre l'INFPGM. Il ne faut pas généraliser, mais sans vouloir faire d'amalgame. Je vous l'écris pour que ce soit plus clair. SVFDA. Le SVFDA est la solution pour décolmater, remettre en circulation flottes et flots, flux et reflux, car il perce le cocon protecteur, élargit les moindres failles, aggrave les interstices, booste les micro-fissures, fait sauter les nano-rivets. Une seule dose de SVFDA, et l'étanchéité se fait la malle. D'ailleurs, tous les dentistes vous le confirmeront, sans vouloir faire d'amalgame, il n'y a pas de plombage qui tienne. Et sans plombage qui tienne à la tienne et tienne, c'est la dent qui trinque. Donc, pour résumer, bien que tout soit bouché,
on peut faire naufrage grâce, ou plutôt à cause, du sans vouloir faire d'amalgame. Ce qui nous donne l'équation INFPGM plus SVFDA égale CQFD. À propos d'amalgame, le grand écrivain allemand Ernst Jünger se demandait dans son journal intime en janvier 1945, alors que tout le monde ou presque autour de lui se mettait à mourir sous les bombes ou les fusillades expéditives, si ça valait encore le coup d'aller se faire refaire un plombage et gâcher peut-être ses derniers instants ici-bas en compagnie de la roulette du dentiste. Or, mesdames et messieurs, et c'est là où depuis le début je voulais en venir, ce dilemme de l'écrivain allemand vis-à-vis de la roulette du dentiste, donc de l'amalgame, est en fait le même, exactement le même que celui du plombier du Titanic vis-à-vis du tuyau d'arrivée d'eau, donc de la soudure. Vous me suivez? Amalgame et soudure, même combat. D'ailleurs, il y a toujours eu affinité, pour ne pas dire complicité, entre les métiers de dentiste et de plombier. Il me brûle la gueule au chalumeau, puis il me refile un grand verre d'eau, et il me dit en rigolant, « Je suis pas dentiste, je suis plombier, entre voisins, faut s'entraider. Et moi je gueule ce soir, le blues du dentiste dans le noir. » Dans ces conditions, le plombier de mon rêve, le plombier du Titanic, devait lui aussi fatalement se demander si ça valait encore le coup de réparer ce petit bout de tuyauterie de merde, this fucking little pipe. Oui, je vous rappelle qu'il était polonais mais parlait très bien l'anglais. This fucking little pipe, alors que le navire tout entier était en train de couler, y compris le petit bout de tuyauterie, et lui, le plombier de mon rêve, avec. Vous allez me dire, pourquoi parler encore et toujours du Titanic? Tant d'autres naufrages mériteraient d'être évoqués, pour ne pas dire abordés. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je pourrais vous parler, par exemple, de celui de la Méduse avec son radeau, ou de la Béatrice, qui coule au large des côtes espagnoles avec à son bord le sarcophage du pharaon Mykérinos, ce qui n'est pas rien. Ou de la Mignonnette en 1886. 4 matelots se réfugient sur un canot de sauvetage, et 3 vont survivre, mais en mangeant le 4e. Il l'aurait, paraît-il, je ne suis pas sûr à 100% de mes sources, il l'aurait joué au poker, au strip poker. Mais un strip, comme on dit aujourd'hui, no limits. Ou mieux encore, le naufrage du 3-mâts le Tamari dans l'océan Indien. Les 14 naufragés, tous français, se retrouvent sur une île déserte, indiquent leur position sur le couvercle d'une boîte de conserve qu'ils attachent au cou d'un albatros qui, pour X raisons, faisait escale à proximité immédiate. Et l'albatros, sans doute influencé par le poème de Baudelaire, souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers, l'albatros se laisse attraper de nouveau, 6 mois plus tard et 5000 kilomètres plus loin, incroyable mais vrai, au large cette fois des côtes australiennes. Malheureusement, le temps que le message parvienne aux autorités compétentes, les 14 naufragés auront disparu, sans doute noyés dans une embarcation de fortune. Mais malgré l'intérêt dramatique, tragique de chacune de ces catastrophes, le naufrage du Titanic s'impose. Non seulement parce que c'est le plus connu, qu'il est devenu, pour ainsi dire, symbole, marque de fabrique, unité de mesure, ou plutôt de démesure de tout naufrage, remarquable par le nombre de ses victimes, 1512, l'un des plus élevés en temps de paix, et de ses rescapés, 705, dont le tout jeune Abraham Lincoln Salomon, qui aura la présence d'esprit tout à fait extraordinaire de glisser dans la poche de sa veste, juste avant de sauter dans un canot de sauvetage, le menu du jour. Le menu de ce 14 avril 1912 qui nous est parvenu, grâce à lui, pratiquement intact. Remarquable encore par le nombre de théories conspirationnistes plus ou moins fumeuses pour tenter d'expliquer le désastre. Voici une, par exemple, que vous connaissez, j'imagine, mais peut-être pas dans sa version PMPC, postmoderne politiquement correcte.
Iceberg, c'était pas un juif, ce mec? Mais t'es dingue ou quoi? Pas du tout, Iceberg, c'était pas un juif, c'était un sioniste. D'où la formule conspira-sioniste. Bon, elle n'est pas géniale, mais dans le genre, il y a pire. Remarquable enfin par le nombre de regrets, et de 6 seulement qui vont l'accompagner à titre posthume. 6 seulement l'homme de Vigie avait eu des jumelles. 6 seulement tous les rivets de la coque avaient été en acier. 6 seulement le Titanic n'avait pas tenté de battre le record de vitesse sur l'Atlantique Nord. 6 seulement l'opérateur radio du California n'avait pas débranché son récepteur au moment précis où le Titanic commençait à envoyer des SOS. Et puis, et même surtout, vous avez la dimension symbolique du naufrage, encore plus extraordinaire que tout le reste. Car le Titanic, mesdames et messieurs, avait un frère jumeau, l'Olympique, construit à ses côtés sur le même champ, qui lui ressemblait, vous pouvez le constater, comme 2 gouttes d'eau. Et 2 gouttes d'eau pour un navire, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas rien. Or, le fait de donner à ces 2 jumeaux, ou ces 2 jumelles, car en anglais, navire est du genre féminin, le fait de leur donner les noms de Titanic et d'Olympique témoignait d'une méconnaissance inouïe, impardonnable, criminelle même des fondamentaux de la mythologie grecque. Le Titanic et l'Olympique nous renvoient en effet aux Titans et aux Olympiens. Aux Olympiens, autrement dit, aux dieux de l'Olympe. Des dieux de l'Olympe qui n'ont pu régner sur l'univers, notre univers, qu'après avoir éliminé la race plus ancienne des Titans. Des Titans que Zeus en personne précipita au fin fond des abîmes insondables du Tartare, non pas pour en faire des steaks, du moins pas à ma connaissance, mais pour les enfermer à double tour derrière d'énormes portes en bronze absolument hermétiques. Vous noterez au passage que le souci d'hermétisme et d'étanchéité ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. Dans ces conditions, ramener à la surface, ne serait-ce que symboliquement, les Titans, et surtout les accoler aux Olympiens, en faisant du Titanic et de l'Olympique une paire de jumeaux ou de jumelles installées côte à côte sur un même chantier, c'était une manifestation caractérisée d'hubris, l'hubris, folie humaine, trop humaine, qui a défié les dieux par bêtise, inconscience, vanité, et le plus souvent un mix des 3. Le Titanic était donc dès sa naissance, dès sa conception, en état d'ubriété. Et en état d'ubriété, tous les navigateurs vous le confirmeront, il est fortement déconseillé de prendre la mer, surtout s'il y a des icebergs dans le secteur. Vous me suivez? Plus ou moins. Pas grave. Tant qu'il n'y a pas d'iceberg, la voie est sûre. En tout cas, ce défi à l'ordre établi du cosmos, devait être puni. Et comme toujours, ce seraient les Érénies qui seraient chargés de la besogne. Les Érénies, des entités si monstrueuses, si répugnantes, que même les dieux de l'Olympe les tenaient à distance. Des entités para-olympiques, en quelque sorte, dont la seule fonction était de châtier impitoyablement toute manifestation d'hubris. Et dans le cas du Titanic, elles ont fait fort. Elles ont fait fort, les Érénies. Notamment en choisissant d'intervenir en 1912, année olympique, comme par hasard. En 1912 et surtout le 14 avril, pas le 13 ni le 15, non, le 14. Ça ne vous dit rien, le 14 avril. Qu'est-ce qui s'est passé d'important, de très important, le 14 avril, mis à part ce naufrage? Vous ne voyez pas? Je vais vous le dire. Je suis né le 14 avril. Né le jour anniversaire du naufrage, ou plutôt de l'impact de l'iceberg, vu que le navire n'a coulé qu'au petit matin du 15. Né le jour anniversaire de l'impact, 36 ans plus tard, 3 fois 12, 3 cycles parfaits. 3 cycles parfaits plus tard que l'impact du plus célèbre des naufrages. Serais-je donc né impacté du fait de ce naufrage avant même d'avoir été célèbre? Ou ne deviendrais-je à mon tour célèbre, célébré, voire décélébré, qu'en tant que naufragé? Question là encore épineuse, car il n'y a pas que moi qui sois concerné.
nous sommes tous, vous et moi, toutes et tous, vous et moi, des passagers virtuels du Titanic. Et quelle que soit notre date de naissance, des naufragés en sursis. D'abord parce que la vieillesse est un naufrage, que nous nous mettons à vieillir dès notre naissance, même si le processus ne se manifeste dans toute sa splendeur que quelques décennies plus tard, et qu'en vieillissant individuellement, et aussi collectivement, en tant que membres adhérents ou apparentés de telle ou telle génération, celle par exemple des baby-boomers, plus baby que moi tu meurs, des 68 des 68ards, sans oublier les générations X, Y ou Z, nous compensons la diminution progressive de nos forces vitales, de nos énergies brutes, instinctives et animales, par une surabondance d'objets, de possessions, d'interactions, de communication, de communion même. Nous nous étalons. Nous nous étalons, faute de ne plus assurer en tant qu'étalon, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous nous étalons d'autant mieux que l'être, pour parler comme les philosophes, l'être avec un grand E sans petit accent circonflexe, l'être en vieillissant avec nous, malgré nous, contre nous, l'être s'étale lui aussi. Et cet étalement de l'être, s'il faut en croire Heidegger, qui en connaissait un rayon sur la question, car comme disait, je crois, le jeune Marx, dans tout philosophe allemand, il y a fatalement, paradoxe allemand, de l'étalement. Donc, s'il faut en croire Heidegger, cet étalement de l'être serait, tenez-vous bien, étalement de vacances. Étalement de vacances, et même précise Heidegger, der Lehre des Nichts, de vacances du néant et de rien d'autre. Vous me suivez? L'étalement de l'être serait étalement de vacances du néant et de rien d'autre. Un club méditerranéen aurait quand même pu ajouter avec une pointe d'humour Platon. Platon relu et revu par Michel Onfray, bien sûr. Bon, on va faire une petite pause pour assimiler tout ça. Vous en avez besoin, moi aussi d'ailleurs. Voilà, c'est fait, la pause est terminée, on peut continuer. Un club méditerranéen. Autrement dit, le néant, fatigué de n'être rien, voire moins que rien, qui s'offrirait un petit intermède, un petit remontant, en devenant quelque chose. Même si c'est 3 fois rien. Car 3 fois rien, je ne vous apprends rien, c'est déjà quelque chose. C'est déjà mieux que rien. C'est la moindre des choses. Et de ce 3 fois rien, de ce bref intermède, bref intermède, dirait Derrida, notre grand promoteur national de la déconstruction que le monde entier nous envie, bref interméditaire à néant. Bref interméditaire à néant. Je ne vous l'écris pas pour que ce soit plus clair. De ce bref interméditaire à néant, on pourrait affirmer avec Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, lui aussi relu et revu par Michel Onfray, Michel, que l'être serait bien vacances du néant, jusque-là on est d'accord, on est tous d'accord, mais qui aurait mal tourné. Une espèce de croisière improvisée, pour ne pas dire bâclée, par ce club méditerranéen. Une croisière qui, malgré les efforts répétés de ses organisateurs, de ces gentils organisateurs, ne s'amuserait toujours pas. Avec au départ le fameux Big Bang, initialement prévu pour être festif, et qui aurait viré à la catastrophe, un Titanic à l'échelle du cosmos, avec un lent, très lent naufrage qui s'étalerait, comme nous nous étalons, sur des milliards et des milliards d'années, mais naufrage quand même. Naufrage irrémédiable, irrésistible, irrévocable. On comprend dès lors pourquoi, dans cette perspective, on frôle des rideaux arthuro-platonico-schopenhaueriennes. J'espère que je n'ai oublié personne. Le monde visible, le monde extérieur, le monde qui nous entoure, serait en quelque sorte le devenir épave du moins que rien. Notez bien, c'est important. Le monde visible serait le devenir épave du moins que rien. Et le Titanic en constituerait la métaphore la plus éloquente, la plus efficace, la plus grand public. C'est pour cette raison que nous autres, en tant que
naufragés de l'être, naufragés en sursis de l'être, et vacanciers ou vacataires du néant, durer une vie, forfait compris. Nous nous identifierions si volontiers à la tragédie vécue par chacun des passagers, y compris les hommes d'équipage, y compris le capitaine Smith et le plombier du bord. Mais en assumant de la sorte, je dirais par procuration, notre condition de naufragés en sursis, nous devrions également accepter, revers de la médaille, notre condition tout aussi impérative de naufrageurs en puissance. Même si ça nous semble a priori tout à fait paradoxal, car comme naufragés en sursis, nous n'avons malheureusement pas d'autre choix en attendant la fin du sursis que de nous faire une place en ce monde, en ce bas monde, contraints et forcés donc dès notre naissance d'être envahissants, engloutissants, submergents, inondants, bref, naufrageurs. Du moins jusqu'à ce qu'on nous impose des limites, me direz-vous, certes, mais même après, nous faisons tout pour les contourner, nous glissons dans les interstices, aggravons failles et fissures sans vouloir faire d'amalgame, retournons allègrement, plutôt détournons allègrement règles et règlements, prenons malin plaisir à jouer à la bataille navale, à couler d'une seule salve C3, B8 et même F5, oui, F5, sans oublier G7 pour les chauffeurs de taxi. Et puis, vous avez le naufrageur assumé, celui qui ne joue plus à la bataille, mais la pratique pour de bon. Je veux parler, vous l'aurez deviné, j'imagine, du capitaine Nemo. Il est passé où? Le très inquiétant héros de 20 000 lieues sous les mers. Le capitaine Nemo, qui à force d'en avoir bavé jusqu'à plus soif, aurait définitivement plongé pour vivre et mourir sous l'eau en y entraînant le plus de monde possible. Or, Nemo, ça veut dire quoi, Nemo? Ça veut dire personne, personne en particulier, autrement dit, tout un chacun, vous et moi. Le capitaine Nemo, c'est l'anonyme en tout un chacun, la part, le quelque part de tout un chacun, de vous et moi, de vous à moi, qui n'aura jamais voulu s'identifier à son propre nom, qui n'est d'ailleurs pas si propre que ça, puisque généralement choisi sans qu'on ait demandé son avis au principal intéressé. Quant à la devise de Nemo, mobilis immobile, mobile dans le mobile. Elle ne signe peut-être pas encore l'abonné volage qui papillonnerait mobile dans le mobile d'Orange à Bouygues et de SFR à Free, mais quand même déjà l'être fluide, l'être avec un petit E cette fois, le petit être fluide, insaisissable, amoureux du hic et nunc, se refusant à toute dénomination, tout repérage, ne se baignant jamais deux fois dans le même flux. C'est l'individu hors sol, cher à Jacques Attali, le naufrageur du vieux monde, le pourfendeur des hiérarchies verticales, des entités limitées, des navires, je dirais, classiques, en place d'être supplantés par le règne horizontal des flux et du streaming, des porte-containers, du peer-to-peer. L'empire à venir du peer-to-peer. S'agira-t-il d'un pire-empire ou du naufrage de tout empire, ce fluide empire du peer-to-peer? La question reste posée. Car s'il n'y a plus que des flux qui se mesurent à d'autres flux, en cas de fuite ou de reflux, qui va pouvoir intervenir? Qui sait qui va pouvoir? Qui sait? C'est le plombier. Qui maîtrise un tant soit peu les flux, les canalise, les évacue? Qui sait? C'est le plombier. C'est le plombier de Fernand Reynaud, mais c'est aussi et surtout le plombier polonais. L'expert en inversion, conversion et subversion de flux, dont le modèle, le saint patron, est Jean-Paul II. Super plombier polonais, d'ores et déjà canonisé. Johannes Sanctus Paulus Plombus Polonicus Emeritus. Emeritus pour avoir contribué, lui aussi, en tant que naufrageur assumé, mon royaume n'est pas de ce monde, au naufrage d'un empire gigantesque, qui s'étendait, pour vous donner une idée, de Moscou à Vladivostok, de Varsovie à Berlin, et même au-delà, à des lendemains radieux aux surlendemains irradiés. Johannes Sanctus Paulus Plombus Polonicus Emeritus, JSPPPE en abrégé, retourna très habilement les flux hyper-orthodoxes qui en émanaient à jet continu d'est en ouest,
pour les transformer, les transmuter en flux cette fois hyper catholiques, qu'il renvoya en sens inverse, à l'expéditeur en quelque sorte, mais en les projetant tel un boomerang en direction du maillon faible de l'adversaire, la Pologne de Solidarność, cette Pologne dont il était lui-même originaire, provoquant ainsi une brèche qui fut fatale à l'Empire tout entier. Et pourquoi je vous parle de JSPPPE? Eh bien parce qu'il m'a fait l'honneur, l'insigne honneur, de venir me voir, me visiter en rêve. Jean-Paul, JSPPPE. Un rêve que je fis quelques semaines après celui de la fuite d'eau de la cabine de première classe, et quelques heures seulement après une petite soirée, elle aussi très arrosée, mais à la vodka polonaise. Et dans ce rêve, il me révéla, Jean-Paul, oui, on s'était très vite tutoyé et appelé par nos prénoms, lui c'était Jean-Paul, moi Pierre. Jean-Paul me révéla que le plombier de mon rêve, de mon premier rêve, le plombier du Titanic, avait finalement décidé de réparer envers et contre tout le petit bout de tuyauterie de merde. The fucking little pipe. Même si c'était parfaitement, Jean-Paul insistait sur ce parfaitement inutile. De toute façon, il n'aurait pas été autorisé en tant que simple technicien non navigant à monter dans l'un des trop rares canots de sauvetage. Alors autant se concentrer sur ce qu'il maîtrisait le mieux, sa routine de plombier. Et puis l'amour du travail bien fait entrait en ligne de compte, la notion de perfection justement, la volonté de terminer, de conclure sur un acte parfait, sans autre témoin que lui-même, adoptant ainsi jusqu'au bout la devise, le credo de l'artisan digne de ce nom. Et surtout, me disait Jean-Paul, ce serait par respect inconditionnel de la consigne. Cette consigne de ne jamais interrompre une intervention sur tuyauterie, sans avoir vérifié après réouverture des vannes, très important, la bonne tenue de l'élément réparé. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire et à redire sur la perte si flagrante de nos jours de ce noble sens de la consigne. Perte sans doute liée, toujours d'après Jean-Paul, à la disparition progressive au nom de la sécurité des consignes automatiques dans les gares et au nom de la rentabilité des verres consignés remplacés par des verres jetables ou des emballages perdus. N'étant plus confrontés dans notre quotidien au rituel si émouvant de la restitution du pot de yaourt, de la bouteille de lait, de bière ou de limonade qu'on rinçait soigneusement avant de les rapporter aux commerçants, il n'est pas étonnant que pour compenser ce manque de rinçage, si vous préférez pour parler là encore en philosophe, ce rinçage du manque, nous devenions à nous-mêmes des verres jetables et des emballages perdus. Et que nous allions ainsi, éperdus et jetables, et complètement rincés, de déchetterie en déchetterie, que nous nous y emballions en instants recyclables et nous y oublions jusqu'au sens et respect de la moindre consigne, sauf de la seule, ou plutôt des seules qui désormais importent, les consignes de tri. Les odieuses, tatillonnes et envahissantes consignes de tri sélectif qui nous pourrissent la vie, comme l'écrit si joliment le poète, jusque dans l'au-delà de nos amis les choses. C'est un bel alexandrin. Jusque dans l'au-delà de nos amis les choses. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase, une seule phrase de toute ma conférence, retenez jusque dans l'au-delà de nos amis les choses. Vous pourriez même l'accrocher à notre fil d'Ariane. La conversation qui jusque-là n'était que colonel devint général, jusque dans l'au-delà de nos amis les choses. Ça donne à réfléchir. Ça donne sacrément à réfléchir. D'autant plus à réfléchir, me disait Jean-Paul, que devant l'imminence du naufrage, avec le temps qui se contracte ou se dilate, les minutes qui ne valent plus rien ou au contraire comptent pour des heures, des jours, des années, des siècles, les illusions qui tombent d'elles-mêmes, la lucidité servie sur un plateau de fruits amers, et alors que le chacun pour soi, qui lui aussi jusque-là n'était que colonel, devient sauf qui peut général, il ne reste plus guère pour accompagner les ultimes cogitations des naufragés, des naufrageurs et du plombier que l'orchestre du Titanic au grand complet, qui interprète sur le pont d'un navire de plus en plus incliné, en plongée et contre-plongée, plus près de toi, mon Dieu.
Dans ces conditions extrêmes, où plus l'on s'enfoncerait d'un côté, plus on s'élèverait de l'autre, ce qui n'est pas sans nous rappeler le jeu funeste de la bascule qu'on pratiquait, ou plutôt que l'on s'interdisait de pratiquer chez Cabanel, le transcendant ne serait-il pas ce qui émergerait quand même de l'immanent quand on aurait eu fini d'écoper le trop-plein d'illusions? Notez bien, c'est important. Le transcendant ne serait-il pas ce qui émergerait quand même de l'immanent quand on aurait eu fini d'écoper le trop-plein d'illusions? Ce qui nous donne finalement une équation assez simple. Grand T égale IM moins TPIL multiplié par N facteur lambda. Hein, je vous l'écris pour que ce soit plus clair, enfin plus ou moins clair. On va le mettre ici. Grand T égale IM moins TPIL multiplié par N facteur lambda. Transcendant égale immanent moins trop plein d'illusions multiplié par N facteur lambda, N étant le laps de temps qui nous est imparti jusqu'au naufrage, et lambda, une variable spatio-temporelle non aléatoire indexée au quart de tour de la dérive angulaire du volume non consigné restant à écoper en litres par seconde. Là encore, ça invite à réfléchir. Ça invite sacrément à réfléchir. J'y réfléchis quant à moi, pour ne rien vous cacher, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Très précisément, toujours pour ne rien vous cacher, depuis le 12 octobre 1996. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais rendez-vous ce jour-là à Berne, en Suisse, avec le violoniste Lorenz Hassler et ses musiciens du groupe I Salonisti pour une première répétition en vue d'un concert que nous devions faire un mois plus tard au Stadttheater de la ville. À l'époque, je jouais de l'accordéon et je chantais. Mon répertoire, pour vous donner une idée, est un mix de chansons françaises et de musique klezmer. Et Lorenz Hassler avait eu l'idée tout à fait originale de m'associer à son ensemble plutôt classique pour un programme de variété intitulé « Douce France ». D'ailleurs, j'ai toujours l'affiche. Où est-ce que je l'ai mise? Par là. La voilà. Vous voyez ? Douce France avec Pierre Klettmann, accordéon et chant. Das jährliche Gastspiel Sonntag 10. November 1996 um 20 Uhr. Stadttheater de Berne. Des places de 8 francs à 48 francs. C'est pas donné quand même. Mais en arrivant au local de répétition, je trouvais les Salonisti très agités. Ils venaient de recevoir 10 minutes auparavant un coup de fil de leur impresario, leur annonçant qu'ils étaient engagés dans le film de Cameron pour y être l'orchestre, le fameux orchestre du Titanic, celui qui jouait Plus près de toi, mon Dieu, et que le programme démarrait au Mexique incessamment sous peu. Le tournage, démarrait au Mexique incessamment sous peu. Du coup, je me débrouille pour faire parvenir à Cameron un message très urgent, lui demandant l'autorisation d'embarquer, moi aussi, avec mon accordéon. Ne serait-ce qu'en 3e classe, ou même, pourquoi pas, comme passager clandestin, et surtout de participer avec les Salonisti au grand final prévu sur le pont du navire. Je lui démontre par A plus B que le programme qu'on préparait, Douce France, convenait parfaitement au naufrage. Il y avait Boom de Charles Trenet, qui témoignerait de la violence de l'impact, mais d'une manière française, dans un style the French way, comme on dit. Boom, quand notre cœur fait boom, tout avec lui dit boom, et c'est l'amour qui s'éveille. Boom, il chante Love in Bloom, au rythme de ce boom qui redit boom à l'oreille. Il y avait aussi Va te faire cuire un œuf de Boris Vian, qui évoquerait l'ambiance un peu délétère qui régnait à bord. Va te faire cuire un œuf, man, va te faire cuire un œuf, man, va te faire cuire un œuf, man, et sûr tu ne reviens pas, car si tu reviens, j'en fais le serment, tu repartiras les pieds devant, t'as fini de manger ton pain blanc, tu peux aller te faire cuire un œuf, mon colon. Et pour finir, Bleu, blanc, blond de Marcel Amont incarnerait au contraire une forme de résignation apaisée devant l'inéluctable. Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, 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 le bateau blanc, le goéland qui danse blond, blond, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu, 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 bleu.
Je pensais aussi ajouter une petite note, une petite touche klezmer à Plus près de toi, mon Dieu. Ça ferait sans doute plaisir aux destinataires de cet hymne si émouvant, mais parfois interprété, il faut bien le dire, d'une manière un peu solennelle. Malheureusement, ma proposition est restée lettre morte. Sorry, das Boot ist voll, me fait-il répondu. Il n'y avait pas de place pour un accordéoniste français, même clandestin, même en 3e classe, dans ce scénario hollywoodien hyper précis, hyper directif, hyper carré. Et c'est dommage. C'est bien dommage. D'autant que le timing eût été idéal. On était en 1996, clôture d'un 7e cycle, 7 x 12 après 1912. Vous me suivez? J'ai donc attendu la fin du 8e, 2008, pour voir si quelque chose d'intéressant, de significatif allait m'arriver côté naufrage. Bien non, rien à signaler, N facteur, nada. J'attends maintenant avec une certaine appréhension la fin du 9e cycle, 2020. Un cycle, vous l'avez sans doute remarqué, déjà bien entamé, et pas seulement sur les océans, mais aussi sur la terre ferme. Enfin, plus ou moins ferme. Car si Jean-Paul me le permet, sur terre comme sur les océans, ce n'est pas Godot que Lévi attend. Notez bien, c'est important. Ce n'est pas Godot que Lévi attend. Alors que se dessine le coup de pied final, la fourmilière accélère le tempo d'une agitation déjà frénétique. Courant dans tous les sens, des insectes affolés tentent de calculer la pointure géante de la semelle en fonction des dimensions de l'ombre portée. D'autres se demandent s'il s'agit d'un pied gauche, facteur de chance au moins pour son propriétaire, et lancent des paris hasardeux, extrêmement hasardeux, sur la marque, le sur-mesure ou le sur-démesure de la chaussure. Car si Jean-Paul me le permet, sur terre comme sur les océans, ce n'est pas Godot que Lévi attend. Et dans cette attente, mesdames et messieurs, cette Lévi attente qui se renouvelle et se prolonge d'instant en instant le plus naturellement du monde, je vous remercie non seulement de votre aimable attention, mais aussi de votre aimable Lévi attention. Et pour peu que les courants nous soient favorables et porteurs de votre aimable lévitation, tout en vous souhaitant un bon apéro et une... Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a un livre qui vous est proposé, qui vient de paraître. Cette conférence n'est pas pour l'instant dedans, parce qu'il faut que j'ai l'autorisation de Pierre et Marie Cabanel et surtout de la famille Ding Dang Dong pour les mettre dans un livre. Ça ne va pas être de la tarte. Donc dans ce livre, il y a 4 conférences. Il y a l'amour platonique dans les trains, version revue et développée pour être plus longue. Pardon plus ou moins. C'est vrai, absolument d'ailleurs. Oui. Il y a l'ésotérisme du 22 à Asnières, la place du mécontentement dans les énergies renouvelables et l'humour du râleur est-il toujours en retard. Voilà, 4 conférences. Et le livre devait être vendu au prix de 15 €, mais j'ai discuté avec mon éditeur et on est arrivé après une très longue discussion à l'idée qu'on pouvait le vendre, puisque vous avez déjà fait un effort financier ce soir, au prix exceptionnel de 10 €. J'ai eu du mal à le convaincre, vu que c'était moi-même, en fait, mais on a quand même arrivé à se mettre d'accord. Et si vous souhaitez entendre l'ésotérisme du 22 à Asnières, je la présenterai le dimanche 27 mai, donc c'est dans 10 jours, au 56 rue de la Réunion. Vous n'aurez qu'à laisser votre mail sur cette magnifique feuille de papier, et je vous enverrai le programme. C'est dans 10 jours, rue de la Réunion, 56 rue de la Réunion, à 17h. C'est un dimanche à 17h. L'ésotérisme du 22 à Asnières, où on voit les influences kabbalistiques dans l'œuvre de Fernand Reynaud.